Merci Charles d'être venu en plus d'avoir bravé et les problèmes de la SNCF et des problèmes de pied. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Charles, vous êtes philosophe, écrivain, enseignant, conférencier. Vous êtes aussi le remarquable animateur chaque été depuis 2 ans maintenant sur France Inter de l'émission quotidienne Sous le soleil de Platon. Platon dont on parlait il y a encore quelques minutes. Notre dialogue va s'attacher à mettre en perspective de notre époque quelques-uns des thèmes sur lesquels vous avez particulièrement philosophé. Et nous allons nous balader dans les mystères et les trésors de l'échec, de la confiance, de la joie, de la beauté et de la rencontre. Qu'est-ce qui fait commun, ou plutôt qu'est-ce qui fait lien entre tous ces sujets? Si je dis que de notre disposition à ces sujets dépendent notre accès à la liberté et la réalisation de soi, est-ce que je me trompe? Alors, si on cherche le point commun du travail sur la joie, sur l'échec et sur la beauté, oui, on pourrait penser évidemment que l'individu, à chaque fois, connaît une occasion de déploiement de soi, de se déployer comme ça. Mais je dirais peut-être plus philosophiquement que le point commun, c'est surtout l'expérience du réel. C'est-à-dire que le réel, d'ailleurs c'est marrant parce que là vous aviez une discussion sur la vérité, et le réel, c'est pas exactement la vérité. La vérité, c'est peut-être dur à trouver, on ne sait pas trop ce que c'est, on peut l'espérer, on peut la penser, on peut essayer de la démontrer, mais le réel, on en fait l'expérience, on le touche. Et le point commun dans mes 3 travaux, là, l'échec, la joie et même la confiance, ou la rencontre, c'est qu'il y a toujours une expérience du réel. Alors, je m'explique peut-être rapidement. Quand vous faites quelque chose, je sais pas, vous réussissez quelque chose très facilement, vous glissez à la surface du réel. Quand vous galérez, que vous avez beaucoup d'échecs et que les choses sont difficiles, eh bien, vous rencontrez le réel davantage. Et la joie, par exemple, donc ça c'est l'échec, mais la joie aussi, à la différence peut-être, le bonheur c'est un état durable, assez vague de satisfaction. La joie c'est une émotion très palpable, très réelle. Donc voilà, je dirais que moi ce qui m'intéresse c'est de multiplier les occasions de rencontrer le réel, dans son épaisseur, dans sa complexité, dans sa dimension sensuelle, palpable. C'est ça le sujet. Si je fais lien entre tous ces thèmes, on imagine une personne qui positive l'échec, Oui. qui possède une solide confiance en elle Ouais. et en les autres, c'est important, qui est Ouais. disposée à la joie et à la rencontre, Ouais. notamment rencontre avec la beauté. C'est Superman, Superwoman? Alors non, pas du tout. Non, justement. En fait, il s'agit plutôt d'une forme d'ouverture à une position plus de vulnérabilité, plutôt que de Superman. Mais quand vous dites positiver l'échec, moi je ne le vois pas exactement comme ça. C'est plutôt accepter que cela fait partie du réel. Et accepter que le réel ne correspond pas nécessairement à ce que je veux en faire. Et que justement je ne suis pas tout puissant. Donc c'est pas Superman. C'est plutôt une figure de l'humilité et une figure, on va dire, plus de l'humanisme que du surhomme ou du Superman. De même, la joie, et ça c'est un peu le même sujet, c'est pas du tout un sentiment de toute puissance. C'est pas la satisfaction de tout réussir. C'est justement quelque chose qui est tout à fait compatible avec l'imperfection et avec les limites. Parfois, et c'est ça, c'est un des thèmes que je travaille beaucoup de livre en livre, parfois, avant de vivre l'échec, on se représente l'échec comme dramatique. Okay, donc on dit, voilà, si je plante à ce concours que je travaille pendant 3 ans, je suis nul. Si je me fais encore quitter, je ne vaux rien. Et en fait, on s'aperçoit d'un truc très simple, c'est que quand l'échec arrive, évidemment qu'il est désagréable, évidemment qu'il est douloureux. Je ne fais pas du tout partie de ces penseurs type américains qui vont dire, oui, chaque échec est une chance, l'échec est un diplôme. Pas du tout. Je trouve que l'échec est pénible et douloureux et parfois on s'en remet pas d'ailleurs. Mais le plus souvent, on va mesurer quelque chose de très intéressant, qui est que quand on rencontre l'échec, on s'en remet un peu mieux qu'on ne le pensait, un peu plus vite qu'on ne le pensait, et ça vient en retour nous souffler que finalement on a une confiance en la vie plus grande qu'on ne le pensait, parce qu'elle a finalement mieux résisté qu'on ne le pensait à l'expérience de l'échec. Mais il ne s'agit pas de dire que je suis tout puissant, que je suis conquérant, non.
Il s'agit de dire que je vais mieux que je pensais, que ma confiance est moins entamée que je ne le pensais. Elle l'est quand même un peu. Et enfin, mon dernier livre parle sur la rencontre, et cette rencontre du réel, elle ne se fait pas sur le mode de la surhumanité ou de la conquête ou du Superman, mais plutôt sur le mode d'une tendresse, c'est-à-dire d'une douceur. Voilà, le monde n'est pas une pâte à modeler que je vais modeler à loisir en fonction de mes désirs ou de mes volontés. Et il a une temporalité et une résistance. Donc, mais néanmoins, je comprends quand même votre question. Ah, merci. C'est vrai qu'il y a sans que ce soit Superman, sans que ce soit de la surpuissance, il y a quand même l'idée qu'on a plus de ressources qu'on ne le pense, et l'idée qu'on a une forme de joie de vivre qui a besoin de l'adversité pour s'exprimer. Et vous remarquez que quand parfois on a besoin d'un choc pour découvrir qu'on a une ressource de joie de vivre qu'on ne soupçonnait pas. D'ailleurs, on a vu souvent des pays atteints par le terrorisme, victimes de terrorisme. Ça a été le cas de la France, évidemment, mais c'était le cas avant d'Israël, de l'Irlande, de plein de pays, où les gens ils sont réveillés par cette violence. Ils se disent que la vie, il faut la défendre, parce qu'elle est attaquée par des sous-développés qui pensent qu'on ne peut pas prendre une bière en terrasse, qu'on ne peut pas se promener avec les cheveux libres dans la rue, parce que des gens comme ça existent, ils menacent notre joie. Donc quand elle est menacée, on a envie de la défendre. Et donc c'est pas qu'on est des surhommes, c'est qu'on a comme le disait Clément Rosset, une ressource de joie, mais c'est toujours une joie contrariée. Et ma thèse, c'est que la vraie joie est une joie contrariée. Parce que nous, les humains, on est conscients. Donc on sait tout ce qui ne va pas. On connaît le poids des injustices. On sait la violence des inégalités. On sait les drames qui existent dans le monde. Mais on est capable de joie quand même, parce que c'est la vraie joie. Autrement, si on s'illusionnait, on serait dans une fausse joie. Et Clément Rosset dit très bien dans son livre La force majeure, soit la joie est totale et elle est illusoire, soit elle est contrariée et elle est la vraie joie. Vous le dites bien, l'échec nous ouvre une fenêtre sur le réel. Oui. On l'évoquait tout à l'heure avec Roger Paul et Véronique. La civilisation du virtuel, oui, à laquelle on se prépare, commence de s'imposer vraiment à nous. Le virtuel comme un pansement du réel. Et puis peut-être pire, comme le symptôme d'une fuite du réel. Avec ça, est-ce qu'on risque de disposer de moins d'atouts pour justement, dans notre rapport à l'échec, serons-nous fragilisés parce que nous serons tentés de fuir ce réel? Alors, je pense que la question du virtuel, elle doit être approchée en étant ni technophile, en pensant surtout pas que tout va se régler, que dans le métaverse, on aura un avatar parfait, mais ni technophobe, parce qu'évidemment, il y a des processus d'aller-retour entre le virtuel et le réel qui sont très intéressants. Donc je pense qu'il faut essayer d'être dans le tâtonnement, et de se dire qu'on ne reviendra pas en arrière, que chaque étape du progrès technique appelle comme de façon autonome l'étape d'après. Et nous, ce qu'on doit essayer de faire, c'est d'essayer de faire au mieux et de garder une perspective éthique et d'essayer de toujours s'adapter et d'inventer le plus possible un monde humain dans ce monde de la technologie. En sachant qu'on va devenir des cyborgs, c'est déjà un peu le cas, que on ne pourra pas revenir en arrière, mais je ne crois pas que toute virtualité soit si négative ou effrayante que ça. Et d'ailleurs, on pourrait jouer sur le mot virtuel. Dans le virtuel, il y a le côté non réel, mais il y a aussi le côté potentiellement intéressant, ce qui est en puissance. Et je pense que dans ce monde virtuel, il y a les deux sens. Il y a plein de choses très intéressantes. Et regardez par exemple la question des rencontres que j'ai abordée dans mon dernier livre. Vous avez plein de gens qui vont être désinhibés parce que sur un chat, sur une appli de rencontre, sur un site de rencontre, la dimension virtuelle, pour l'instant sans rencontre dans la vraie vie, sans rencontre in real life, comme on dit, elle leur permet d'avancer vers l'autre. Et malgré des inhibitions, malgré des craintes, d'avancer et quelque part de préparer le terrain de la rencontre réelle. Et il y a beaucoup de couples très heureux qui se sont rencontrés comme ça et qui sont maintenant ensemble. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut sortir absolument pour penser toutes ces choses-là de la pensée dichotomique et de la pensée binaire et essayer de penser la complexité.
Grâce aux travaux du neuropsychiatre Boris Cyrulnik, on connaît mieux aujourd'hui les facteurs clés de résilience. Ouais. Avoir acquis un patrimoine affectif Oui. anté-trauma, savoir verbaliser son trauma et compter sur des tuteurs pendant la reconstruction post-trauma. Oui. Ces attributs, ces facteurs, sont-ils communs à ceux dont on a besoin pour vivre l'échec d'une manière constructive? Alors oui, c'est très intéressant, toutes ces conditions de la résilience que vous évoquez, et qu'on trouve dans l'œuvre de Boris Cyrulnik, et puis dans sa vie aussi d'ailleurs, puisque c'est son propre cas. Il y a plein de conditions, elles s'appliquent parfaitement à la question de l'échec, mais je voudrais quand même insister sur le fait qu'il y a peut-être une des conditions qui est plus importante que les autres. Donc si on regarde toutes les conditions de la résilience, que vous avez bien résumé, il y a avoir connu une sécurité affective avant le premier drame. Il y a rencontrer un tuteur de résilience. Il y a être capable de donner des mots et de se donner son histoire et de raconter ce qui est arrivé, de le verbaliser. Il y a être capable de développer dans une pratique artistique, par exemple, une représentation de ce qui est arrivé et le contourner un peu. Mais il y a des cas où aucune de ces conditions n'est réunie, sauf une, qui est la rencontre d'un tuteur. Ce qui veut dire que, si on s'arrête sur ce point, que la rencontre de la bonne personne, parfois c'est plus important que le bon récit, c'est plus important que la narration, c'est plus important que la pratique artistique, et ça nous dit quoi ? C'est qu'on est extrêmement dépendants, nous les humains, des autres. Dans le cas, il y a plein de cas où le tuteur de résilience, dans le cas de Boris Cyrulnik lui-même, c'était l'oncle Émile, quand sa tante a récupéré le jeune Boris, il avait 11 ans, je crois, et il avait connu une succession de drames, il avait été ballotté de centre en centre, il avait connu des périodes extrêmement graves où il était quasiment mutique. Et quand il est hébergé à Bordeaux par sa tante et qu'il y a cet oncle Émile, il va être le tuteur de résilience. Mais j'insiste sur une chose, Émile n'a pas vraiment de don. C'est pas un thérapeute avec 30 ans d'expérience. C'est pas un chaman. C'est pas un chrétien plein d'amour. C'est juste un mec sympa qui joue au rugby et qui est un peu scientifique. Et le jeune Boris, et donc Cyrulnik, par cette rencontre, il a envie de revenir à la vie. Et il se dit, moi aussi j'ai envie de jouer au rugby, d'être un mec sympa et de faire de la science. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une rencontre avec juste un humain normal, quoi. Et parfois, ça suffit à se relever après un échec. Alors ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, un amour. Et ce qui est quand même important à relever, c'est que même s'il n'a pas de don, Émile, ce tuteur de résilience, il a quand même un talent. C'est qu'il est capable de se comporter par rapport à ce jeune Boris en ne le réduisant pas à son trauma. C'est-à-dire en ne le voyant pas simplement comme un rescapé de la Seconde Guerre mondiale, comme un orphelin, et en le considérant autrement. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. Si vous avez un enfant, un ami, un cousin, une amoureuse qui souffre, blessé par un échec, par un viol, par un abandon, des choses comme ça, en fait, parfois, il faut se souvenir du talent d'Émile. Parfois, je te parle, je vais jouer avec toi au tennis, on va faire les courses, on va manger, on va déjeuner, et j'arrête de voir se passer en toi. J'arrête de te réduire, finalement. J'arrête de te définir. C'est un travail contre la victimisation, contre les excès de la victimisation. Ouais, exactement. J'arrête de te définir par ton trauma. C'est pour ça que c'est exaspérant, selon moi, non seulement de se présenter uniquement par son trauma, mais d'être présenté de l'extérieur par son trauma, et que peut-être, parfois, on est mal vu quand on refuse de ne parler à une victime qu'en tant que victime, alors que peut-être c'est pour son bien. Nos échecs sont des butins, parfois même de véritables trésors, dites-vous. Dans ce théâtre, près de 300 jeunes vous écoutent et ils aimeraient le croire. Des jeunes que la société dans son ensemble, et cela dès l'école, conditionne à la peur, voire même à la honte de l'échec. Vous, l'enseignant, que dites-vous à vos étudiants pour qu'ils s'approprient les vertus de l'échec? Alors, je leur dis, on va dire 3 choses pour simplifier. Première chose, l'erreur est humaine, mais la répéter est diabolique. C'est le vrai proverbe. Ça veut dire, l'erreur est humaine, il faut comprendre la phrase. Ça ne veut pas dire, tu as le droit de te tromper, on va être tolérant, on va être doux. Non, ça veut dire, l'erreur est la manière normale d'apprendre chez l'animal humain. Pas la manière accidentelle, la manière normale. Du point de vue des neurosciences,
quand on fait une erreur, le cerveau la prédit avant qu'on la fasse. Et on la fait quand même, parce qu'on n'a pas le temps de réagir. Et c'est dans ce moment-là, entre le repérage de l'erreur et l'erreur, que le cerveau est le plus intelligent, le plus créatif, et qu'il envisage des chemins alternatifs pour mieux travailler. Donc en fait, si on ne se trompait pas, on ne serait pas intelligent. Et par ailleurs, comme vous le savez, on est des animaux prématurés, on est né complètement inachevé, donc on apprend de nos erreurs, parce que l'instinct naturel est défaillant. On peut comparer, pour avoir une image très claire, le petit poulain à un petit enfant, un petit humain. Le petit humain, il ne sait rien faire, il est raté, il est prématuré, inachevé, c'est un animal raté. Et le poulain, lui, c'est un animal réussi. Il est né à terme et il sait trotter en 1 heure. Donc ça veut dire que quand nous ratons, c'est parce que nous sommes humains et que c'est notre manière d'apprendre. Première chose. Deuxième chose, il ne faut pas tout de suite chercher ce que l'échec t'a appris. Parce que parfois, on ne le sait pas tout de suite. Et donc, ça va être la double peine. Si je suis un enfant de 11 ans, que je me plante et que mes parents me disent « Oui, mais c'est pas grave, qu'est-ce que tu en retiens ?» et que j'en retiens rien à part que je suis humilié et que je suis le dernier, c'est la double peine. Donc, il faut se détendre, il faut dire que l'échec est intéressant, mais plutôt sur le long terme. Et ensuite, troisième argument fort, c'est comme tu vas te planter souvent. Tu préfères quoi? Te planter de manière originale ou te planter de manière banale? Tu préfères te planter de manière intéressante ou te planter de manière nulle? Moi, je suis prof de philo. Donc ça veut dire quoi, se planter de manière nulle? Ça veut dire, sur les 4 heures d'un DST, partir au bout de 2 heures, ou même 3/4 d'heure, hein, balancer 3 lieux communs entendus à la radio et répéter l'idéologie de l'époque et croire qu'on est intelligent. Ça c'est avoir 6 sur 20. C'est une erreur, c'est un ratage inintéressant. Cet échec-là ne sera pas vertueux. Ça veut dire quoi, se planter de manière originale et intéressante? C'est faire un hors-sujet parce que le sujet nous a passionnés et qu'on est parti loin et qu'on a raté le sujet mais qu'on s'est exprimé dans sa singularité. Donc je vous pose une question à vous les jeunes que je devine présents, et posez-vous-la vraiment cette question. Vous préférez quoi? Réussir comme tout le monde ou rater d'une manière originale? C'est une question pour les profs aussi. Je vous laisse réfléchir. Si vous... et je précise un autre conseil après. Si vous êtes honnête et que vous vous dites « je préfère déjà réussir comme tout le monde, vu que pour l'instant je n'y arrive pas », je le respecte, mais vous n'irez pas très loin. Et si vous vous dites « je préfère rater d'une manière qui me ressemble », alors un jour vous pouvez réussir d'une manière qui vous ressemble. Enfin, dernier conseil, ces jeunes, mais même les moins jeunes, hein, vous vous souvenez de cette soirée récemment où vous avez vu quelqu'un que vous vouliez aller draguer et vous ne l'avez pas fait? Vous n'avez pas trouvé les mots, vous avez manqué d'audace. Et le soir, vous êtes retrouvé tout seul dans votre lit encore une fois. Eh bien, vous vous êtes dit quoi? Oh, j'aurais tellement aimé y aller et me prendre un gros râteau, je me serais senti plus vivant. Alors que là, c'est la double peine. Vous êtes seul et vous n'avez même pas tenté. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que l'échec rencontré après l'audace, il fait beaucoup moins mal que l'échec rencontré sans audace. Dernier exemple, très important pour cette génération, obsédée par Sciences Po. Plein d'élèves passent Sciences Po en terminale parce que leurs parents leur mettent la pression. Donc, il y en a qui vont avoir un échec parce qu'ils ne sont pas vraiment motivés, ils ne préparent pas vraiment le concours, et donc du coup, ils ont un échec au sens social, mais ils n'ont pas eu l'audace de risquer, de travailler, de réviser et de le tenter. Alors vous allez me dire, c'est mieux parce que ceux qui se plantent en ayant vachement bossé, c'est plus dur. Non, c'est le contraire. Ceux qui ont vraiment bossé, qui l'ont tenté et qui se plantent, ils vivent un truc dur mais intéressant. Et ceux qui se sont plantés sans rien tenter, parce que leurs parents les ont conduits au seuil du centre d'examen, ils vivent un échec social inintéressant. Ils ont la double peine, ils ont un échec social à porter et ils n'ont rien tenté. Et quand on tente rien, on finit pas par réussir un jour. Il faut en fait oser, c'est oser l'échec. C'est ça, oser. C'est oser l'échec, il n'y a pas d'autre choix. Alors, oser l'échec, c'est une formule qu'on entend très souvent dans les entreprises. Vous intervenez régulièrement en entreprise et vous avez entendu, comme nous tous, ces patrons à la fois fulminer contre la stigmatisation de l'échec, éprouver eux-mêmes l'échec, parfois de manière dramatique, il faut reconnaître, et reconnaître qu'en réalité, souvent, ils ne tolèrent pas l'échec autour d'eux. Cette schizophrénie, comment on peut en sortir? Alors, c'est sûr qu'on fait partie des civilisations qui ont un problème avec l'échec, avec la représentation de l'échec. Bon, il y a quand même pire que nous. Hein. Vous allez au Japon, c'est pire.
Il y a plus de suicides encore, voilà. Mais nous, on est quand même mal placés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, tous ensemble, chacun à son niveau, en tant que conférencier, organisateur d'événements, en tant que parent, en tant que salarié, en tant que patron, en tant que professeur, en tant qu'ami, on peut participer à ce changement de regard sur l'échec, en montrant plein de choses, que ceux qui ont beaucoup réussi, ils ont beaucoup échoué. Mais que c'est vrai, on peut réussir moyennement sans connaître trop d'échecs. Alors qu'est-ce qu'on préfère? En montrant aussi que quand une porte se ferme, souvent ça ouvre une fenêtre. C'est pas qu'il n'y a pas de porte qui se ferme, c'est qu'elle ouvre une fenêtre en même temps. Donc en sortant de la pensée dichotomique, toujours pareil, c'est pas binaire. En fait, la meilleure chose pour changer le logiciel, hein, le mental, c'est de montrer que dans tous les exemples, il n'y a jamais échec ou succès. C'est toujours mélangé. Par exemple, on peut avoir un succès professionnel, social, en s'étant mal comporté. C'est souvent le cas. Il y a une grande phrase, j'ai oublié de qui dit derrière les grands triomphes, il y a toujours des cadavres. Donc dans ce cas, c'est échec et succès. Ou alors, on peut connaître un échec parce qu'on s'est très bien comporté moralement. C'est mélangé. Exemple, il y a une très belle nouvelle écrite par un écrivain qui s'appelle Stéphane Guy Bourget, je ne sais plus dans quoi, qui dit voilà, il y a eu une triche dans un match de foot, une triche lamentable, et en fait, le résultat de cette triche, c'est qu'il se retrouve avec la balle, il peut marquer, et tout son peuple l'acclame et veut qu'il marque, mais a vu la faute. Mais l'arbitre ne l'a pas sanctionné. Et lui, il ne veut pas gagner comme ça, et donc il fait exprès de ne pas tirer, et il se fait siffler par la foule entière. Ben là, il a échoué, mais il a gagné. Donc c'est mélangé. Et puis, souvent, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'un acte manqué en psychanalyse. Ben, imaginez, vous voulez embrasser tendrement votre amoureuse, votre amoureux, sur la plage, par exemple, et puis, en voulant enrober son cou comme ça d'un bras tendre, vous faites un geste un peu maladroit et vous lui mettez une claque. Acte manqué. C'est échec du projet conscient, réussite du désir inconscient qui est l'agressivité. Donc là aussi, c'est mélangé. Alors évidemment, ouais, mais attends, tu m'as tapé. Non, mais j'ai pas fait exprès. Oui, mais tu m'as tapé. Moi, j'ai pas fait exprès. Bah, t'as pas fait exprès, mais t'as quand même réussi à exprimer ton agressivité. Tu m'en veux, je le sais, etc. Donc là, échec et succès mélangés. Et enfin, ce que je veux dire aussi, c'est que il faut pas réagir. On a une culture très normative. Voilà, la France, l'école française, une culture catholique. Les protestants sont plus intéressés par le rapport singulier à la foi. Nous, on est très normatif, très dogmatique. C'est pour ça qu'on n'apprécie pas l'échec, parce qu'au lieu de le voir comme une étape sur un chemin singulier, on le voit comme un non-respect de la norme et un non-respect de la consigne. Donc, pour s'en sortir, 2 axes. Soyons moins normatifs. Arrêtons de penser que la consigne, c'est la consigne. J'ai un exemple très marrant. Là, pour venir avec vous, ce matin, mon train qui devait arriver avait 50 minutes de retard, donc j'ai dû prendre celui d'après, mais c'était pas possible de le prendre, il y avait des portiques, etc. Donc j'ai enjambé le portique, et après, dans le train, j'ai demandé au contrôleur d'être sympa, vu que j'avais la preuve que j'avais un billet, c'était à un quart d'heure d'écart. La règle, c'est la règle. Il m'a fait payer un autre billet. J'ai beau lui expliquer que j'étais venu là, que c'était parce que... On te le remboursera, je te promets. Merci. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, sans vouloir... Vous savez, il y a des gens qui parlent tout de suite du nazisme et de la rafle du Veldiv. Dès qu'il y a un comportement comme ça de servilité par rapport à la loi, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, on voit que c'est un problème. Parce que souvent... Regardez par exemple ces profs de maths, j'ai rien contre eux. Je pense qu'un prof de maths sur 2 est quelqu'un de merveilleux. Mais les autres, l'autre moitié, vous allez voir de quoi je parle, ils ont donné une consigne. Donc il faut régler. J'ai eu beaucoup de discussions avec des collègues profs de maths là-dessus. Et la consigne, elle est légitime par rapport à une manière de régler un problème et un système d'équation. Et il y a des élèves qui trouvent le bon résultat, mais sans respecter les étapes. Et au lieu d'avoir 19, ils vont avoir 12, parce qu'ils n'ont pas respecté le processus indiqué par le prof de maths. Alors quoi, on va sanctionner leur intuition, on va sanctionner leur singularité, sanctionner leur chance. C'est lamentable. Et donc, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai sorti mon livre Les Vertus de l'échec, j'étais sur l'émission France Culture, que vous connaissez sûrement, une émission sur l'école, j'ai oublié son titre, Les chemins de l'école, un truc comme ça. Et donc, je raconte ça pendant 1 heure, et évidemment, le lundi matin, c'était le week-end, tous les profs de maths dans la salle des profs, « Oh, j'adore ce que tu as dit, moi, je vois comme toi. » Et moi, je suis prof principal de terminale depuis 20 ans.
Et j'entends par les élèves que ces mêmes profs de maths sanctionnent tout élève qui n'a pas respecté le process et sanctionnent au bic rouge le non-respect des étapes. Alors vous allez me dire, oui, mais ces étapes, elles ont un sens. Ah oui, mais plein de choses ont un sens. Les normes ont un sens. Mais comme le disait Nietzsche très bien, si on s'écrase tout le temps sous le poids des normes, même si elles sont légitimes, à un moment, la singularité va s'estomper. Eh bien voilà, c'est ça la proposition principale. Pour qu'on vive mieux l'échec, il faut mettre la singularité au cœur de la vision et pas la norme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de normes, mais ça veut dire qu'on fait en sorte que la norme soit un peu moins écrasante. Passons de l'échec à la beauté. On va rester avec Boris Cyrulnik. Ouais. On va rester aussi avec un livre que je présentais rapidement tout à l'heure avec Roger Paul et Véronique, consacré à un artiste syrien qui était là, Naja Al-Boukaï. Et voilà ce que me dit Boris, parce que le fil conducteur du livre, c'est la résilience par l'art. Un Polonais chrétien qui fut déporté à Auschwitz me raconta le froid, qui était une torture, les relations inhumaines, les humiliations, qui était une torture, les conditions de travail, de repos et de sommeil, qui étaient une torture. Mais il demeurait vivant parce qu'il conservait la mémoire du beau. Geneviève de Gaulle rapporta à son retour des camps que les gardiennes SS renversaient la soupe pour qu'elle se courbe, se plie en quatre, lèche le sol et récupère sur sa langue quelques improbables lambeaux de pommes de terre. Tout était torture, même respirer était torture, mais elle aussi se raccrochait à l'existence, fut-elle fantasmée du beau. Germaine Tillon, un jour qu'elle souffre trop, décide de se suicider. Ce n'était pas compliqué alors, il suffisait de s'approcher des murailles de barbelés et d'attendre soit que les mitrailleuses fassent leur œuvre, soit de s'électrocuter. Mais ce jour-là, le ciel est immaculé, le bleu resplendit des averses qui l'ont lavé et du gel qui le rend pur. Alors devant la majesté de ce spectacle, elle décide de renoncer. Elle saisit combien elle a besoin de beauté, combien le beau l'aidera à demeurer vivante, debout, résistante. Elle prend conscience que le beau, quelle que soit la forme ou le média artistique qu'il emprunte, forme un tuteur. Quand la beauté nous sauve, c'est ainsi que vous avez titré justement votre ouvrage consacré à la beauté, on est là devant une démonstration exceptionnelle. Et ça rappelle aussi le débat que vous aviez tout à l'heure avec notamment Roger Paul Droit, c'est que peut-être la beauté indique quelque chose de vrai, sans qu'on en soit certain, mais c'est vrai qu'il y a dans la beauté, notamment dans la beauté du monde, la beauté de la nature, peut-être quelque chose d'autre que la réalité que j'évoquais tout à l'heure, mais peut-être qu'on devine que cette réalité est traversée et qu'on a dedans des indices qu'il existe autre chose, qui peut être Dieu ou le cosmos ou la vérité, des choses comme ça. C'est vrai que quand Platon dit le beau et la splendeur de la vérité, ça veut dire ça, et Hegel dit aussi le beau et l'éclat du vrai. Et donc c'est vrai que parfois, la beauté produit une sorte d'intensification de la perception, et on a l'impression que cet instant a valeur d'éternité. Donc ça peut soit nous donner envie de survivre, comme dans les cas que vous évoquez, soit nous permettre de mourir joyeusement, en pensant que même si moi je vais mourir maintenant, ce que j'ai vécu a une valeur éternelle, la qualité des relations d'amour que j'ai eues a une valeur éternelle, chaque instant de beauté est rempli d'une sorte d'éternité. Ce qui ne signifie pas l'immortalité, c'est l'éternité. Et c'est vrai que ça change la vie d'être sensible à la beauté. Cette transfiguration du regard, à mon avis, elle produit une transfiguration de toute l'existence. Un peu analogue à celle de la foi. C'est-à-dire, si vous êtes catholique, par exemple, ça veut dire que vous croyez que Jésus est ressuscité. C'est ça le point de départ du catholicisme. Et que donc, il a disparu de son tombeau, non pas parce que des plaisantins ont pris le corps, mais parce qu'il est ressuscité. Et cette foi, elle transfigure votre existence. C'est juste ça. C'est à la fois rien et énorme. Et ben c'est pareil. Soit vous regardez la beauté simplement comme un agencement de couleurs plaisante, agréable, et ça transfigure rien du tout. Soit vous la voyez comme une intensification de la perception qui ne pourrait pas avoir lieu si la beauté ne laissait pas apparaître quelque chose d'autre. Et dans ce cas-là, effectivement, ça transfigure l'existence complètement. Vous le dites bien, la beauté ne résout pas tout, elle ne règle pas tout, mais elle nous ouvre, elle nous fait croire un instant au salut, elle nous fait entrevoir la possibilité du salut. Alors ça, c'est une... Merci Denis de préciser. Je dis bien quand la beauté nous sauve. Ça ne veut pas dire la beauté nous sauve tout le temps. Ça veut dire que parfois on a cette impression, on a cette promesse de salut,
D'ailleurs, cette promesse de salut, elle apparaît aussi quand on dit c'est beau. Quand on dit c'est beau, c'est qu'on énonce une vérité universelle, sans même argumenter. On devrait dire moi je trouve ça beau, je suis sensible. Mais non, on dit c'est beau, ça veut dire que l'expérience de la beauté nous promet une promesse, nous promet une communion, par exemple, qu'on pourrait enfin être d'accord, alors qu'on est politiquement dans des désaccords permanents. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas confondre la promesse de la beauté avec la réalité. Bien souvent, la promesse de la beauté ne sera pas tenue. Elle sera trahie. On ne sera pas d'accord, ou alors telle personne qui a fait preuve de sensibilité esthétique et délicate va quand même être un bourreau et un assassin. Mais c'est important qu'il y ait cette promesse, et ce qui fait la saveur de l'expérience esthétique, c'est de sentir cette promesse. Cela ne signifie pas qu'elle sera tenue, bien sûr. Comment l'entreprise peut-elle s'emparer du sujet de la beauté? Souvent, des dirigeants vont réduire à la beauté d'un siège social, à la beauté de l'architecture, ce qui est suffisant pour créer un espace de beauté. La réalité, bien sûr, c'est pas du tout ça, évidemment. Comment traiter ce sujet-là? D'abord, petite remarque, sur cette question de l'entreprise, il y a quand même parfois des accueils, des sièges sociaux, qui sont d'une extrême laideur, même pour des entreprises qui sont très riches, ou numéro 1 sur leur marché. J'ai un exemple que je ne citerai pas parce que ça ne se fait pas, mais vraiment un laboratoire pharmaceutique qui était numéro 1 au monde, un Français, dont le siège était enfin, vous ne connaissez pas la pharmacie si bien, donc il y a une hésitation. Sûr, pas et ils ont depuis changé leur siège. Et là, je me disais, mais c'est dingue d'avoir à ce point un non-respect de la beauté. Et du coup, c'est quand même déjà pas mal de faire attention à la lumière, à l'architecture, de mettre des œuvres d'art et des plantes. C'est déjà pas mal. Ok. Maintenant, on peut faire mieux. Et faire mieux, c'est aller jusqu'à faire confiance aux intuitions des collaborateurs. Parce que l'expérience esthétique, c'est pas simplement de contempler le beau, c'est aussi de faire confiance à l'émotion qui nous traverse. C'est ça qui est important. C'est pour ça que si on voulait le dire en termes un peu psychologisants, on dirait que dans toute expérience esthétique, on réapprend à se faire confiance. Parce que quand je dis que c'est beau, je ne dis pas c'est beau parce que j'écoute le guide ou parce que je suis un connaisseur en histoire de l'art. Je dis c'est beau parce que c'est comme ça. Je dis c'est beau parce qu'il n'y a pas parce que je sais que c'est beau. Et bien ça, les managers, leurs collaborateurs, c'est ça qu'il faut cultiver. C'est-à-dire, il y a des moments où il faut se faire confiance, il faut s'écouter, il faut trancher, il faut décider, et pas simplement se soumettre. La beauté, vous dites très bien, la beauté se partage, enfin peut se partager, pas nécessairement d'ailleurs. Et donc, dans l'ensemble d'un corps social, celui d'une entreprise, on peut justement créer ce fil conducteur. Oui, bien sûr. Alors après, vous pouvez aussi avoir des débats. C'est-à-dire que la beauté se partage, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Ça veut dire qu'on a envie d'être d'accord. Mais après, il y a deux extrêmes. D'un côté, il y a Kant qui dit... Comme c'est beau, il n'y a pas de discussion, c'est beau pour tout le monde. Enfin, c'est ce qu'on ressent. De l'autre côté, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Un truc génial en entreprise, ce serait de créer des débats entre les collaborateurs au sujet de la beauté. Parce qu'on va être ensemble moins dans l'accord que dans la discussion comportant éventuellement des désaccords. Et d'ailleurs, ça me conduit, parce que vous parlez d'entreprise, à la question des valeurs. Souvent, les entreprises font une erreur en pensant que les valeurs vont fédérer les collaborateurs. D'abord, en général, les valeurs sont les mêmes pour toutes les boîtes. Donc déjà, c'est un peu grotesque. Hein. C'est toujours les mêmes valeurs qui sont mises en avant. Donc moi, je leur dis souvent, si vous voulez mettre en avant une valeur, mettez en avant une valeur originale dont on pourrait mettre en avant le contraire. Alors si c'est pour dire que nos valeurs, c'est qualité du produit et qualité de la relation client, ben, autant se taire. Parce que ce serait quand même bizarre de ne pas avoir ça comme valeur. Mais en revanche, si on fait comme Pulco, si on met en avant la paresse comme valeur, c'est original. Et ce que je veux dire, c'est que ce qui va faire le lien communauté, c'est d'en débattre. C'est pas de dire les valeurs, c'est ça, n'en discutons pas. C'est de dire, peut-être, on va en parler pour savoir comment les uns et les autres, on peut les faire vivre là où on est. Et puis, dans certains cas, si on ne peut pas les changer, les nommer autrement. Bref, comme le disait déjà Aristote sur l'agora, ce qui fait qu'on est ensemble, c'est la délibération. C'est pas le caractère indiscutable des valeurs. Alors là, vous allez me dire, oui, mais quand même, le respect de la personne, c'est mieux que le racisme. Bah oui, mais ça n'empêche pas qu'on ait une délibération visant à dire, si moi, je veux le respect, comment, là où je suis, dans mon quotidien, à mon poste à moi,
quelles sont les pratiques à mon échelle me permettant de faire vivre cette valeur. Ce ne sera pas les mêmes pour toi ailleurs. Être disposé à la beauté, c'est accepter qu'on ne l'explique pas. Oui. C'est accepter que la rencontre avec la beauté est un mystère, une énigme qu'il ne faut pas chercher forcément à élucider. On a évoqué un petit peu ce sujet tout à l'heure avec Roger Paul et Véronique, mais sur ce point en particulier de l'obligation ou non d'expliquer la beauté, notre époque de tout savoir, de tout maîtriser, de tout contrôler, de la transparence, on l'évoquait aussi, ça nuit à notre disposition à accueillir la beauté. Non pas la produire, mais à l'accueillir. La transparence, c'est quand même souvent une passion qui gâche le mystère, le trouble et donc l'émotion. Au sens être transparent, c'est comme dans un couple, mais qu'est-ce que tu penses là? Dis-moi à quoi tu penses. Bah non, je peux penser quand même un petit peu tranquillement. Je suis pas obligé de tout te dire, quoi. Et là, il y a quand même plein de choses qu'on peut expliquer dans la beauté. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que le mystère va résister. Donc, si vous n'êtes pas sensible du tout à une nature morte de Morandi, si vous n'êtes pas du tout sensible à la sculpture de Carpeau, et qu'on vous explique des choses, ça peut être bien. Ça peut vous ouvrir les yeux. Mais soyez rassurés, ce qui fait que c'est beau, c'est pas ce que vous avez compris. C'est ce qui résiste à cette compréhension. Donc, c'est pas grave si un guide vous parle quand vous êtes dans un musée. Bon, en général, ils sont fatigants, mais c'est pas grave. Il y a deux types de guides. Il y a ceux qui vont vous prendre en otage et vous empêcher d'être devant l'œuvre, tellement ils vous parlent, tellement ils contextualisent, tellement ils resituent dans l'histoire des idées. Ceux-là, je les combats. Mais il y a les autres. C'est comme les profs de maths. Les guides merveilleux, qui sont comme des grands experts en vin, qui ne vont pas vous fatiguer avec leur technicité, mais vous donner accès à un rapport simple à la beauté ou au vin. Pour moi, le grand œnologue, c'est quelqu'un qui est capable d'apprécier un petit vin de soif, un petit Anjou, un petit vin de Loire, et de vous le faire apprécier. Et c'est comme, il y a une très belle phrase d'Oscar Wilde qui dit plus on est quelqu'un de compliqué, plus on aime les plaisirs simples. Et il y a aussi une chanson de Gaëtan Roussel, La simplicité, où il dit ça. C'est compliqué, mais c'est toute une vie pour arriver à la simplicité. Et donc c'est pareil, il y a des guides que j'adore. Dans un musée, ils vont dire le minimum, mais c'est vrai qu'ils vont nous désinhiber en nous rappelant que c'est telle époque, que ça réagit à l'époque d'avant. Hop, ça suffit. Et après, ils nous laissent un peu ressentir. Eh ben, l'expérience de la beauté, c'est sur l'expérience de ce qu'on ne comprend pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne comprend rien. C'est ça que je veux dire. Ça ne veut pas dire, autrement, je n'aurais pas écrit un livre entier, par exemple, pour dire que c'est le mystère. Donc si j'ai écrit un livre, bah, j'explique quand même qu'on peut un peu interpréter la beauté, la contextualiser, l'expliquer, soit à travers la culture de l'époque, soit à travers la sensibilité humaine, soit à travers presque des règles du beau. Tout ça, j'accepte. Mais ce qui fait l'expérience esthétique, c'est que du mystère va demeurer. Et même être encore plus beau parce qu'il résiste à cette connaissance. J'aurais envie de résumer ça d'une formule un peu choc. C'est que plus le mystère est petit, plus il est grand. Je m'explique. Il est petit parce qu'on connaît plein de choses. La culture, l'histoire de l'art, le contexte. Mais comme il résiste à ça, il est grand. Donc plus il est petit, plus il est grand. J'aimerais qu'on mette la beauté en perspective des révolutions technologiques qu'on traverse aujourd'hui. Cet après-midi, à votre place, il y aura Étienne Klein qui débattra avec Nicolas Bouzou. Oui. Et puis il y a quelques semaines, Étienne et moi, on se racontait notre été. Ouais. Et puis il me fait part d'une anecdote, d'une triste anecdote. Il est à Chamonix, parce que c'est un alpiniste chevronné, il passe tous ses étés à Chamonix. Oui. Il prend son petit déjeuner à l'hôtel. Et puis ce matin-là, la lumière qui coiffe les sommets est particulièrement exceptionnelle. Le spectacle est de toute beauté. L'émotion qu'il éprouve est à la hauteur de cette beauté extraordinaire. Puis une famille prend place près de lui. Les parents plantent une tablette dans les mains de l'enfant. Eux-mêmes sont sur leur téléphone portable. Et pas un instant, leur regard ne se portera sur le spectacle qui est sous leurs yeux. Est-ce que c'est le symbole, alors c'est un petit peu binaire, j'en conviens, mais de l'alternative à laquelle nous sommes exposés aujourd'hui? Soit nous dissolvons dans la technologie, soit nous demeurons ouverts à la beauté du monde. Alors je crois que c'est un très bon exemple, un très bon cas. Et vous savez, ça fait penser au cas très connu du meilleur violoniste du monde, j'ai oublié son nom, qui a joué dans le métro un jour, et personne ne s'est arrêté pour l'écouter. Il n'y a pas de meilleurs violonistes au monde. Oui, pardon. Il y a des grands violonistes dans le monde.
Vous avez raison, mais comment il s'appelle? Ah bah il y en a. Et, Gitlis, Menuhin, Isaac Stern. c'est Menuhin. Et alors, il est dans le métro, et puis c'est pareil, les gens ne sont pas attentifs. Et cette anecdote relatée par Étienne Klein, elle est triste, surtout pour ces gens-là. Parce que, en fait, il suffirait de rien pour que leur rapport à la beauté s'ouvre. Et d'un tout petit peu d'attention. Et les réseaux sociaux, mais aussi les messageries, le principe des notifications sur les iPhones, sur les téléphones portables, c'est que c'est fait pour capter notre attention et pour la diriger vers différentes cibles. Or, notre plus grand trésor, c'est notre ressource d'attention. En ce moment, je suis en train d'écrire un livre sur la mémoire et sur le rapport au passé. Et en fait, ce qui fait qu'on va se souvenir, c'est l'attention. Ce qui fait qu'on va se souvenir du passé et que ça va ouvrir un avenir, c'est l'attention au présent. Or, dans la pensée binaire, on pense que c'est compliqué d'arriver à l'attention, qu'il faut démissionner et partir dans un ashram en Inde pour ouvrir ses chakras, qu'il faut faire une retraite et aller faire du yoga 12 jours en Ardèche. Non, moi, tout ce que j'explique tout le temps, c'est que on peut ralentir très vite. On peut ralentir plus vite qu'avant, on ne savait ralentir, parce qu'on change et qu'on devient des cyborgs réellement. Donc, on fait tout plus vite. Alors, donc, c'est très bien d'être ultra connecté, et c'est très bien parfois de regarder un match de foot avec ses amis et en même temps de faire un pari sur BetClick et en même temps de commenter sur un réseau, les jeunes vont comprendre, et en même temps de chatter et les parents se disent mais tu ne veux pas le voir le but. Mais si, cette jeunesse, elle est ultra connectée, elle y arrive. Mais il faut qu'elle déconnecte très vite comme elle sait le faire pour ouvrir de nouveau sa ressource d'attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit d'un geste du pouce et je me mets en mode avion. Et là, je regarde la montagne. Ça veut dire qu'il suffit d'un geste de la main, je retourne mon téléphone et je regarde la nature. Ça veut dire que je prends un verre avec des amis, là on se marre bien et on est un peu tous déchirés entre le présent et le téléphone. Eh bien, on éteint le téléphone. Enfin, on se met en mode avion, c'est un micro-geste. Donc deux choses, on n'est jamais loin de retrouver cette ressource d'attention. Il y a des micro-décisions. Et ces micro-décisions, il faut en être capable. C'est-à-dire reprendre le pouvoir. Et il y a un moment où je peux décider de sombrer dans l'inattention et d'être capté par tous les flux flottants de ma tablette. Très bien, mais il faut que je l'ai décidé. Je peux dire, voilà, là, je vais me laisser happer. Ok, je me donne 1 heure. C'est beaucoup, hein. Je me laisse dévorer. J'aurais rien retenu. Je serais bombardé d'images violentes. Mais c'est comme ça. Par contre, je l'ai décidé. Mais là, si je vois que je suis au pied de la montagne, j'ai pas le droit. C'est moi. Parce qu'en fait, ce que je perds en perdant ce temps de contemplation, c'est un temps où je me ressource d'une énergie. Alors, l'énergie est mystérieuse, hein. Est-ce que c'est celle du monde? Est-ce que c'est celle de la nature? Est-ce qu'elle est cosmique? Est-ce qu'elle est divine? Est-ce qu'elle est spirituelle? C'est pas notre sujet, c'est trop compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que si je suis pas attentif, je m'en prive. Je m'en coupe. C'est moi qui vais être perdant. C'est pas Étienne Klein, c'est les autres. J'aimerais qu'on prenne quelques instants pour parler maintenant de confiance. Oui, on en a déjà parlé directement. Oui, mais qu'on creuse un petit peu justement ce sujet-là. Il y a 1 an, on faisait un très beau débat sur la coupole de l'Académie française sur le thème de l'amour. Oui. Être aimé, se sentir aimé, se savoir aimé, c'est une condition presque inconditionnelle justement du rapport de confiance. Alors ça, merci Denis, c'est une très belle question. Je dirais pas ça. Je dirais que, dans l'autre sens, la principale cause de la crise de confiance, c'est de n'avoir pas été assez aimé, enfin pas assez aimé bien. On est parfois mal aimé. Et c'est sûr que beaucoup de psychanalystes, comme d'ailleurs Anne Dufourmentel, qui l'a écrit dans un livre, dans son livre En cas d'amour, vous savez, Anne Dufourmentel est cette psychanalyste française qui est morte il y a quelques années en essayant de sauver un adolescent de la noyade sur une plage à Ramatuelle. Et une psychanalyste, écrivain, philosophe. Et vous savez, les psychanalystes ont très vite une réputation. Et elle avait une très bonne réputation. Dans ce métier-là, je pense que ça
c'est en général fondé. Si plein de gens... voilà. Et elle dit, vous me faites rire quand vous me dites, lui, elle manque de confiance en elle. Moi, c'est Anne Dufresne qui parle, ce que je vois, c'est que les gens qui manquent de confiance, ils manquent de confiance en les autres. Parce qu'ils ont été mal aimés, mal accueillis, mal sécurisés, mal enveloppés dans les premières années de leur vie. Et donc, leur crise de confiance, c'est d'abord une crise de confiance en les autres. Donc évidemment, le manque d'amour chez un petit animal humain qui a besoin d'être sécurisé parce qu'il est prématuré, parce qu'il est inachevé, parce qu'il est angoissé, parce qu'il est ultra dépendant, ça c'est la théorie de la sécurisation affective de Boris Cyrulnik et de Bowlby, ça va créer des ravages sur la confiance en soi. Mais, évidemment, ça peut être bien pour retrouver cette confiance perdue, d'être enfin aimé. Mais il y a d'autres chemins. Et c'est ce que j'explique dans mon livre. Il y a aussi les pratiques. Les pratiques concrètes par lesquelles on reprend un pouvoir. Des pratiques artistiques, le dessin, la musique, tout ça, ça peut aussi redonner une part de la confiance perdue. La compétence aussi, dans une certaine mesure. Et puis, il y a l'amour du monde et de la vie, qui peut parfois être suffisant, même en l'absence d'un amour reçu, d'un amour intersubjectif. Et voilà, je crois que la confiance, elle est toujours tripartite. Il y a une dimension de savoir-faire, une dimension relationnelle, c'était votre question, mais aussi une dimension quand même mystique ou spirituelle. Vous savez, si on se demande, on va prendre un exemple concret, une mise en perspective un peu mentale, qui me sera une façon de répondre à votre question. Imaginez, souvenez-vous de la dernière fois que vous avez eu vraiment confiance. Avoir vraiment confiance, ça veut dire oser s'aventurer dans une action risquée. Il y a un risque d'échec, il y a un risque d'être mal vu, d'être pas aimé, mais on le sent bien, on y va, on se lance, quoi, on s'engage dans le réel, en confiance, justement. Et ma question, je vous demande de vous remémorer la dernière fois que ça vous est arrivé. Faites-le, là. On peut rester 1 heure sans parler. Et donc, le temps s'accélère. Mais faites-le vraiment. J'en vois qui attendent que ça se passe. Non, faites-le. Si vous ne trouvez pas, il faut aller consulter. Si vous avez du mal à trouver... Non, mais je suis très sérieux. Si vous avez du mal maintenant, c'est pour ça qu'il faudrait que je vous laisse un peu de temps quand même, mais mettons qu'on s'accélère. Si vous avez du mal à trouver un exemple d'un moment où vous vous êtes engagé dans l'incertain et où, malgré le risque d'échec, vous l'avez bien senti, je pense qu'il faut aller consulter, mais je ne dis pas ça du tout de façon ironique, ni déplaisante, c'est parce que c'est beau. J'ai milité de livre en livre pour le besoin des relations thérapeutiques. Et il n'y a pas que la psychanalyse qui prend des années, il y a des thérapies brèves géniales. Donc je pense que c'est vraiment important. Mais si vous avez trouvé l'exemple, maintenant ma question est la suivante. Souvenez-vous de ce que vous aviez dans le cœur, dans le corps, dans l'âme, dans la seconde, au cœur de laquelle vous vous êtes élancé dans l'incertain. Souvenez-vous. Revivez cet instant. Et maintenant, je pose ma question. Vous avez eu confiance en cette seconde-là? Vous avez eu confiance en quoi? En vous? Bizarre, hein? C'est beaucoup plus vague. Confiance en l'instant, confiance en l'action, dans le fait qu'agir, c'est mieux que pas agir. Confiance en les autres qui peut-être vont m'aider dès que je vais bouger un orteil. Confiance en la vie. Confiance en la chance. Confiance en le soleil. Il fait beau aujourd'hui, ça me met la pêche. C'est pas superficiel, hein. C'est pas juste l'épiderme. C'est que quelque chose me fait signe. Comme le dit très bien Emerson dans son livre La confiance en soi, philosophe américain, parfois on est dans la nature et on sent qu'il y a quelque chose qui nous veut du bien. Ça, c'est la confiance. Attends, je finis. Mais au milieu de tout ça, non, parce que c'est important le raisonnement, parce qu'il manque une étape, au milieu de toutes ces réponses, je suis d'accord. Il y a aussi, j'ai confiance en moi parce que j'ai de l'expérience, parce que j'ai une compétence. Mais c'est juste un élément parmi plein. Ben, c'est ma réponse. C'est que, ok, l'amour, en fait, c'est qu'un élément. Alors, c'est le meilleur, mais encore faut-il être bien aimé. Notre culture de la confiance, ouais. Et vous le dites à l'instant, elle est en rapport aussi avec l'incertain et avec le risque. Notre rapport au risque est absolument central. Réapprendre le goût du risque, le droit au risque, ça fait partie justement de notre rapport à la confiance. Or, aujourd'hui, on le voit bien, qu'il y a une chasse, une traque au risque. Le droit au risque est objectivement, je dirais pas annihilé, mais en tout cas, il n'est pas encouragé. En tout cas, c'est une très bonne question. Comment
d'abord, dans l'absolu, comment on peut vivre sans le sens du risque? Ben, c'est pas possible, parce que toute décision est risquée. Mais, en revanche, ce qui fait qu'on est raisonnable et humain, c'est qu'on n'a pas l'amour du risque. Et qu'on essaye de limiter le risque, mais d'être capable de prendre le risque en conscience, le risque qui reste, une fois qu'on a tout fait pour le réduire. L'expérience du Covid, malgré la diversité des cas, elle a été l'occasion pour nous d'interroger le rapport au risque. Il y a quand même des moments où on met le masque parce que c'est légitime, parce qu'on protège les autres et parce que on est ensemble. Mais il y a des moments, et à chacun de faire son examen de conscience, où en mettant le masque, on aime trop, on est trop frileux, on est trop précoce. Ouais, je ne parle pas du geste de mettre le masque, qui est évidemment nécessaire. Hein. Je parle de comment on le vit, de ce que ça symbolise. Et donc, à chacun d'aller chercher en lui son audace. Parce qu'il y a un moment, sans bien sûr nuire aux autres, évidemment, mais il y a un moment où, si on ne comprend pas que la vie est risquée, on va mourir. C'est-à-dire que Freud le disait très bien, lui, il allait trop loin, je pense, et il disait qu'une vie dans laquelle on ne prend pas le risque de la mort n'est pas une vraie vie. Il allait sûrement trop loin, mais il voulait le dire au sens inconscient. Hein. Ce que je veux dire, c'est que une décision, ça veut dire qu'il y a un risque. Autrement, il n'y a pas de décision. Donc, voilà, est-ce qu'on s'installe ensemble? On s'entend bien, on s'aime, mais on vit chacun de son côté. Eh bien, certains voudraient être certains que ce soit la bonne décision pour la prendre. Ben non. C'est comme quand vous êtes au restaurant et que vous fatiguez tout le monde en hésitant trop longtemps avec le menu. Vous voudriez être certain de ne pas vous tromper. Et alors, ça n'a aucun sens. Vous regardez autour de vous si on a pris le plat. Vous questionnez le pauvre serveur qui a 18 ans, qui n'y connaît rien. Et en fait, à travers ce cas très, très simple, vous refusez la vraie vie. La vraie vie, c'est que il ne faut pas se fatiguer à argumenter pour des choses comme ça. On tranche. Ben voilà, entre le poulet haricots verts et le bar aux fenouilles, franchement, on s'en fout. On y va. On ne réfléchit pas des heures. C'est un exemple très prosaïque, mais il marche très bien. Vivre, c'est prendre des décisions risquées. Mais attention, il faut distinguer l'amour du risque qui est dangereux du sens du risque qui est nécessaire. Dans notre civilisation, depuis la présidence de Jacques Chirac, on a malheureusement constitutionnaliser le principe de précaution. C'est un signal terrible pour une civilisation. Ce qu'il aurait fallu faire, je crois, c'est constitutionnaliser le sens du risque et dans le sens du risque, inclure le principe de précaution, puisque le principe de précaution, c'est ce qui, dans le sens du risque, le distingue de l'amour du risque. Mais il ne faut pas être d'abord précautionneux. Il faut être d'abord vivant et ensuite précautionneux. La confiance en soi, la confiance en les autres ouais. sont tributaires de la confiance en l'avenir. Ouais. On parle beaucoup de cette jeunesse que l'on dit, d'une partie de cette jeunesse, que l'on dit tétanisée par l'éco-anxiété, tétanisée par l'absence d'avenir pour elle. Justement, réapprendre ce goût du risque, comprendre que vivre, c'est être en risque, c'est une manière de les aider à résoudre ce Alors, d'abord, c'est pas à nous de les aider, c'est à eux de nous aider. Et c'est ce qu'ils font. Ces jeunes ont une conscience de ce qui se passe dans le monde bien plus grande que la nôtre. Nous, on a à peu près le même âge, 50 ans, là. Cette jeunesse, qui a 15 ans, 18 ans, elle va sûrement nous sauver. Donc déjà, pas de leçon à donner. Ensuite, éco-anxiété est un concept bidon. C'est un faux concept, ça ne veut rien dire, c'est pas scientifique. C'est quoi cette idée? Donc il y a un mot valise, les médias s'en emparent, et ils disent l'éco-anxiété, et évidemment, ils vont faire des micro-trottoirs complètement foireux. On dit alors toi, jeune, est-ce que tu as de l'éco-anxiété? Et le jeune, bah oui, évidemment, quand on voit ce qui se passe avec le pétrole, quand on voit le réchauffement climatique, quand on voit qu'il n'y a plus d'oiseaux là où je vais en vacances, bah oui, mais en fait, ils n'ont pas une vraie... C'est pas vrai, c'est un concept vide. Ils sont heureusement inquiets, ils sont intelligemment inquiets, mais l'éco-anxiété, ce serait l'idée que ça les paralyserait. C'est faux. Ça me paralyse certains. Ça en paralyse surtout des gens plus vieux. Eux, ils sont plus dans l'action, les micro-décisions, les changements comportementaux, les changements alimentaires. Ils deviennent bien sûr végétariens et véganes plus que nous. Et donc, voilà. Mais néanmoins, cette parenthèse étant refermée sur un concept qui a des allures de concept scientifique et qui ne l'est pas, néanmoins, oui, l'idée de remettre le risque au centre de l'existence,
c'est central. Et c'est central aussi pour ces jeunes qui sont là. Parfois, il y a un perfectionnisme qui est l'autre nom de la peur de l'échec et qui fait que l'élève ne veut pas y aller quand il n'est pas parfaitement prêt. Il ne veut pas prendre le risque de passer un examen, un concours, ou de faire un exposé à l'oral, ou de jouer un morceau de piano en public, sans être parfaitement prêt. Ce qu'il faut bien sûr rappeler, c'est que dans la vie, on n'est jamais parfaitement prêt. C'est bien de se préparer, mais on ne sera jamais parfaitement prêt. Et la sagesse philosophique, depuis le début, c'est ça. Quand les philosophes vous disent, les Grecs, philosopher, c'est se préparer à mourir. Vous croyez vraiment qu'ils veulent dire qu'il faut se préparer tellement bien qu'on sera prêt? Ben non, ils ne sont pas bêtes. Ils savent bien qu'on ne sera pas prêt à dire au revoir au monde, à la beauté, à nos enfants, à nos amours, au verre de pommard. Jamais on sera prêt. Ou de Beaujolais. Mais jamais on sera prêt. En revanche, il faut se préparer. Mais alors se préparer à quoi? Ben, se préparer à bien vivre l'impréparation. Ça s'appelle improviser, ça s'appelle vivre. Et ça, effectivement, c'est un message intéressant à faire passer à la jeunesse, je suis d'accord. Une question plus personnelle. D'avoir travaillé tous ces thèmes qu'on vient d'évoquer en votre qualité de philosophe, fait-il de vous un homme qui est mieux armé pour les aborder? Oui, je crois un petit peu. Heureusement, heureusement que quand on travaille 20 ans sur des textes, en lisant des textes, en les écrivant et en parlant toute la journée, on est un peu mieux armé. Au début, j'avais une pause par rapport à ça. Je disais, mais non, le philosophe est démuni. Et je reprenais la phrase de Nietzsche, très drôle. Plus d'un qui ne peut se libérer de ses propres chaînes a su néanmoins en libérer son ami. C'est-à-dire, le philosophe, il parle très bien du bonheur, mais il est malheureux. Le psy, il soigne très bien les névroses des autres, mais il est complètement névrosé. Le prêtre, il prêche l'amour, mais il est complètement ressentimental et haineux. Mais en fait, bon, c'est souvent vrai, qu'il y a un miroir inversé comme ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Et le sage que j'aime, c'est quand même quelqu'un qui se met à ressembler à sa philosophie un petit peu. Me concernant, oui, ça marche. C'est-à-dire que j'ai été, comme plein de gens, un adolescent en crise, en manquant de confiance, et je la conquiers peu à peu. J'ai sûrement une prédisposition naturelle à la joie de vivre, mais de l'avoir tellement pensée, tellement écrite et tellement enseignée, fait que je crois j'en suis quand même un peu plus capable qu'avant. Ouais. Votre ouvrage sur la confiance, vous le dédiez à vos enfants, et vous dites « Il suffit que je vous regarde pour avoir confiance en moi, en la vie et surtout en vous ». Je me demande si de tous les déterminants qui nous aident à accomplir la confiance, le plus difficile, le plus menacé, mais le plus essentiel aussi, n'était pas de savoir regarder l'autre, être disposé à l'autre. Et l'autre, c'est un homme, une femme, mais c'est aussi un tableau, c'est un animal, c'est la nature. Est-ce que c'est pas ça le plus difficile? C'est une très belle question. C'est dur, le rapport à l'autre, dans les deux sens. C'est dur d'être dépendant du regard de l'autre pour savoir ce qu'on vaut. Et moi, je suis persuadé que tous ceux qui disent oui, je ne m'intéresse pas au regard des autres, tous ces conseils de psychologie un peu positive, rapide, arrête de penser à ce qu'on pense de toi. Je pense que ça ne marche pas, que l'animal humain, il a besoin, pour reprendre un mot hegelien, de la reconnaissance, et pour reprendre un mot de Bouba, d'être validé. C'est la même idée. Il ne faut pas que ça dévore la relation, mais on en a besoin. Donc c'est dur, parce qu'on est à la fois, on voudrait s'en défaire, mais on est dépendant. Et c'est dur aussi d'aller vraiment vers l'autre et de s'ouvrir à l'autre, parce que l'autre est différent. Et que cette différence, qui est la véritable expérience de l'altérité, évidemment qu'elle m'effraie, elle me décentre, elle me déplace, elle me trouble. Heureusement, pour avoir confiance, on n'a pas que la relation aux autres. Il y a aussi la relation à soi et à ses pratiques, et la relation au monde, à la vie. Et je pense qu'heureusement qu'il y a ces trois dimensions, parce qu'il y a plein de moments dans la vie où l'une des deux dimensions ou des trois est dure. Par exemple, parfois, on ne croit plus en la vie parce qu'on connaît un deuil violent. On ne croit plus en cette force spirituelle. Heureusement, on va avoir une belle relation à quelqu'un qui va nous aimer, ça va nous aider. Dans d'autres cas, eh bien, on ne croit plus en grand-chose. Et dans ce cas, heureusement, on va avoir une pratique. On va se mettre à faire de la calligraphie, ça va nous aider. Et puis, dans d'autres cas, ça va être au contraire, on est très déçu par les humains et on a une vraie crise de confiance et d'estime de soi. Et dans ce cas, ça ne sert à rien d'aller trop vers les autres tout de suite. Les psys vont vous le dire. Non, là, tu es trop fragile. Ne va pas maintenant chercher le regard des autres. Ça fait trop peur. Mais heureusement, alors, il y a la beauté du monde et la musique. Eh bien, il faut avoir une approche plurifactorielle et se souvenir que
que dans toute confiance, ces 3 dimensions s'articulent toujours. Une dimension de compétence, une dimension relationnelle et une dimension mystique. Vous nous avez donné des armes pour être davantage confiants en nous, savoir accueillir la beauté et mieux combattre l'échec. Merci infiniment, Merci beaucoup Charles, pour votre accueil. Merci pour cette rencontre. Merci. Et voilà, on a une dizaine de minutes de pause et après nous accueillons Cynthia Fleury et Jean-Yves Blais pour parler de la beauté qui habite le monde. Bonne journée. Merci.